Diplomate, iconoclaste, femme de tête et d'action, Nzinga, fierté de l'Angola et symbole de la lutte anticoloniale. Afrique, XVIe siècle après Jésus-Christ. Nous sommes en 1580, soit 240 ans après la mort de Mansa Moussa, richissime roi du Mali. Yasuke vient tout juste d'embrasser sa destinée à plus de 12 000 km de chez lui sur l'archipel nippon. Bien plus à l'ouest des montagnes du Kilimandjaro, dans le royaume du Ndongo, la cour assiste à la naissance de la fille du monarque, Nzinga. Un nom qui en dit long. Dès sa naissance, sa mère Kangela sut que sa vie ne serait jamais un fleuve tranquille, à en juger par le cordon ombilical qui s'était enroulé autour de son cou, présage d'un destin remarquable. Elle sera reine, car on dit que chaque enfant né de cette manière marchera la tête haute une fois adulte. Nzinga suit donc une éducation princière dans l'entourage de son père, Kilwanje. Choyée, elle grandit dans le confort et l'opulence liés à son titre et son rang, ce qui ne l'empêche nullement de s'éduquer très tôt à l'histoire de son pays et à la diplomatie. Néanmoins, Nzinga n'est pas la première dans l'ordre de succession. Mbandi, son frère, suit avec assiduité la voie qui lui est toute tracée, celle du futur monarque. La jeune fille noue pourtant un lien indéfectible avec son père, qu'elle suit partout où il va. Haute comme 3 pommes, elle s'en va même l'accompagner lorsqu'il guerroie, s'initiant très vite à l'art de la guerre. Lettrée, elle apprend même à converser dans plusieurs dialectes, maîtrisant notamment la langue des Blancs, le portugais. À cette époque, Kilwanje règne à la fois sur le Ndongo, le Matamba et les États vassaux du Congo. À ce même moment, les Portugais sont bien implantés sur la côte dans le cadre de ce qu'ils appellent commerce triangulaire. En 1617, Kilwanje décède et laisse sa place à Mbandi. Il n'a ni la sagesse d'esprit, ni le charisme dont fait déjà preuve sa sœur Nzinga. Il s'arrange toutefois pour supprimer quiconque se risquerait de lui ravir sa couronne, n'hésitant pas à tuer ses frères, cousins et même les fils de ses sœurs. Il mutilera d'ailleurs ces dernières afin qu'elles ne puissent plus enfanter. Nzinga se murera longtemps entre les murs de son palais, pleurant la mort de sa progéniture. L'Angola devient à cette époque le 2e plus grand carrefour de la traite négrière. Le jeune monarque doit donc faire front à la mainmise d'un ennemi ancestral venu du nord, le Portugal, déjà installé sur la côte ouest africaine. 25 ans plus tôt, ce dernier était déjà parvenu à contraindre l'Angola à lui soumettre des esclaves. Ce, grâce à l'aide des Mbangala, des mercenaires locaux réputés pour vivre du pillage des populations rurales. Lorsque Mbandi déclare la guerre aux Portugais, ses troupes se font battre à plate couture. Restée en exil, Nzinga ne reste pas dans l'ignorance grâce à ses espions. Elle apprend que Mbandi vient d'être convié par un émissaire portugais, le gouverneur des Sousa, dans la ville portuaire de Luanda. Mbandi y voit immédiatement un piège et choisit plutôt d'envoyer une délégation. 1622. Suivi par une diligence de serviteurs et de gardes armés, Nzinga se rend dans ce que son frère considère comme un piège. Au mieux, elle obtiendra gain de cause, au pire, le roi se sera débarrassé de sa plus grande rivale. Nzinga se rend donc au Casse-Pipe, ou plutôt à Luanda, afin de rencontrer des Sousa. Logée aux frais de la princesse, la diplomate de 34 ans finit par obtenir un tête-à-tête avec le gouverneur, confortablement installé sur sa luxueuse banquette. À ses pieds trône un tapis. C'est ce tapis que l'on désigne à Nzinga pour qu'elle s'y asseye. C'était sans compter sur son audace, car elle n'est pas femme à se laisser insulter de la sorte. Son regard oblique sur l'une de ses servantes, qui se met aussitôt à 4 pattes sur le tapis. Elle permet ainsi à sa majesté de poser son royal séant sur son dos, afin qu'elle soit à rang égal avec son interlocuteur. Les revendications de mon peuple sont on ne peut plus claires, gouverneur. Nous ne souhaitons pas la guerre, mais la paix. Laissez mon peuple, et vous obtiendrez votre tribut. Ne sommes-nous pas tous les enfants de Dieu ? Les négociations sont fructueuses. Maintien des frontières, des flux d'esclaves et alliance militaire contre les tribus africaines en guerre avec le Ndongo. Il faut dire que la princesse qu'ils ont en face d'eux fait preuve d'une véritable éloquence. Elle maîtrise leur langue et connaît leur Dieu. Par ailleurs, pour gagner la confiance de l'ennemi, elle se convertira au christianisme et se fera baptiser, devenant même la filleule de l'épouse du gouverneur. Dona Ana de Sousa, je te baptise, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Cela étant, les Portugais n'honoreront pas vraiment leur part du marché. Si Nzinga a su s'imposer en résistante face aux colons, elle a malgré elle joué un rôle dans le commerce triangulaire, négociant au mieux le flux d'esclaves en partance des colonies, notamment lorsqu'elle demandera la libération de Mukambu, sa sœur, leur otage politique. Dans une missive dans laquelle elle réclame le retour de celle-ci, on apprend qu'elle a autorisé le convoi de 2000 esclaves. 1624. C'est dans un contexte bien particulier que Nzinga prend la succession. La mort subite de son frère, qui selon des sources très officielles, se serait donné la mort, et selon les sources moins officielles, aurait été empoisonné. Pour ceux qui l'ignorent encore, le roi, mon frère, est mort. Vous avez face à vous son digne successeur. Mon nom est Nzinga Mbandi, roi du Ndongo. Nzinga insiste bien là-dessus. Elle est roi, et non pas reine. Elle s'entoure donc de concubines et de concubins, et travestit son époux en femme. L'année de son couronnement, le Portugal rompt son marché et réduit la ville de Cabassa, capitale du Ndongo, à feu et à sang. La reine mène son peuple jusqu'au Matamba, où elle prend le pouvoir de force, en retenant sa reine captive. Moi vivante, les Portugais n'auront pas notre peau. Frères et sœurs, brandissez vos arcs et vos lances. Elle impose alors son autorité sur les roitelets locaux, étend son territoire et crée des alliances stratégiques, notamment avec le Congo, dans le but de faire front à l'envahisseur. Elle grossit aussi ses rangs guerriers en enlevant des enfants de leur famille, filles et garçons, pour les entraîner à l'art de la guerre. Elle octroie aussi la citoyenneté à tout esclave des cités voisines en fuite vers le Matamba. Mais c'est une alliance inouïe qui va permettre à la reine en poste de tirer son épingle du jeu. Enchanté, Dona Ana de Sousa. Votre réputation vous précède, vous savez. Je ne suis pas une menace, et nous avons un ennemi en commun. Si nous nous unissons, soyez sûrs que les Portugais mettront les voiles. Une alliance? Avec nous? Je suis tout ouïe. Je m'engage également à rallier le Congo et le Matamba à votre cause, à condition que vous épargniez mon peuple. J'accepte votre offre. Sur la côte ouest africaine, un nouvel acteur vient d'entrer en scène, la Hollande. C'est donc précisément ce nouveau partenaire que Nzinga va amadouer, usant de la même éloquence dont elle fit preuve avec les Portugais quelques années plus tôt. Elle comprend vite que la Hollande est un allié de taille et qu'il ne faut pas se le mettre à dos, car ses troupes sont plus nombreuses et ses armes à feu bien plus de pointe que celles de la péninsule ibérique. Pendant près de 50 ans, la reine du Ndongo aura passé sa vie à tenir tête aux colons, et ce jusqu'à son dernier souffle. Vers 1657, elle obtient finalement un ultime traité de paix avec le Portugal, qui accepte définitivement de renoncer au Ndongo. Son peuple se souviendra d'elle comme la reine dont la flèche atteint toujours sa cible. Quiconque naît libre se doit de garder sa liberté. Puissent le Ndongo et le Matamba rester indépendants. Si mon histoire vous a captivé, abonnez-vous pour plus de récits du griot bavard.